Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Soyez les bienvenus, les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. On est ravis d'être là, hein, Jean-Marie. Exactement. On va parler d'un sujet qu'on adore. On va parler de deux sujets qu'on adore. Ouais. Même. On va parler en des tout cas, zones. l'automobile en général. Les zones à faible émission. Au 0826 300 300. Vous habitez peut-être dans l'agglomération marseillaise, du côté de Grenoble, du côté de Bordeaux, du côté de Paris. Votre vieille voiture ne pourra bientôt plus rouler. Qu'est-ce que vous en pensez? 0826 300 300. À partir de 19h20, on en débat avec nos invités. Mais avant ça... Absolument. Vous avez vu, vous êtes allé au mondial de l'automobile. Et vous avez raison d'y aller au mondial, puisqu'on va en parler dans cette première partie. Allez, c'est parti pour cette émission. Les vraies voix Sud Radio. Les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. Et notre invité, Serge Gachot, bonsoir. Merci d'être là avec nous. Vous êtes directeur du Mondial de l'Auto. C'était il y a quelques jours, ce mondial, finalement, que tout le monde, on se disait, ça va aller, ça va pas aller. Et puis finalement, quand on arrivait le matin, on se rendait compte qu'il y avait des files assez longues et c'est plutôt une réussite. Oui, incroyable. Oui, ouais. On a eu presque 400 000 visiteurs, 398 000 pour être précis. Et alors les files, on a essayé de fluidifier parce que les billets étaient par créneau horaire d'arrivée, donc ça a été plus fluide. Néanmoins, on a dû refuser malheureusement des personnes samedi et dimanche. Est-ce que vous vous attendiez justement, ou est-ce que ce salon, enfin en tout cas ce mondial, après tout ce qui s'est passé, on est toujours un petit peu dubitatif en disant est-ce qu'ils vont venir, est-ce qu'ils vont pas venir, et finalement ils sont venus. Oui, alors on sait que les Français aiment vraiment la voiture, sont passionnés, ça c'est important, et qu'il n'y a pas eu de mondial depuis 4 ans. Ça c'est une première chose. Mais c'est vrai que la billetterie, et c'est assez préoccupant, un peu stressant quand on est organisateur, c'est-à-dire que c'est vraiment exponentiel juste avant et pendant les premiers jours de l'événement. Ouais. Donc, on a regardé les éditions précédentes, c'était exactement la même chose. Donc, c'est un peu stressant et en même temps, c'est la tendance à chaque fois. Bon, quand on est arrivé mardi matin et qu'on a vu, donc, jour de semaine, jour de grève, que c'était déjà très bien rempli, on s'est dit, ouf, on est en train de gagner ce pari audacieux. C'est comme un film au cinéma, ça y est, c'est parti. Ouais. C'était quoi vos inquiétudes au début? Parce qu'effectivement, au début, le mondial a été accueilli, le retour du mondial, avec suspicion venant de certains médias, certains journalistes, pas toujours sur Sud Radio, pas vraiment d'ailleurs sur Sud Radio, mais on l'a entendu, ça ne marchera pas, ce sera moins bien, il n'y aura pas les constructeurs qu'on voulait. Comment vous l'avez abordé, ce mondial? C'est pas facile, on a essayé de faire au mieux pour convaincre le plus de constructeurs possible. La proposition de valeur, notre fil rouge, c'était le retour sur investissement des exposants, donc moins cher à l'entrée, que ce soit plus business expérientiel. Mais malgré ça, il y a eu effectivement quelques défections. Donc ça, c'est pas facile, mais on a essayé de faire au mieux et de montrer exactement ce qu'était ce nouveau monde automobile. Donc le monde de la mobilité, c'est la raison pour laquelle on a découvert pas mal de nouveautés. Il y a eu les valeurs sûres, Renault, qui a vendu d'ailleurs 500 voitures, si je me souviens bien, en une semaine. C'était le stand le plus fourni. Les marques du groupe Renault aussi, fidèles au poste. Et puis vous avez eu ces nouveautés comme les deux youtubeurs, on peut quand même le dire parce que c'était la folie dans leur stand, les deux amuseurs de Villebrequin avec leurs multiplats bricolé à 1000 chevaux. Oui, une multiplat à 1000 chevaux quand même. C'était la folie. Incroyable, incroyable. Oui. Et c'est forcément événementiel, forcément, le mondial, parce que c'est vrai qu'on a des voitures, des nouveaux modèles, mais à un moment donné, il faut avec ces nouvelles technologies, avec les réseaux sociaux, il faut choquer un peu et apporter de la nouveauté tout le temps. Oui, et c'est vrai. L'ADN du mondial, c'est de montrer l'automobile de demain dans un futur pas trop éloigné quand même, et de faire le show, donner à voir, montrer de belles voitures. Moi, j'ai remarqué quand même que le public était plus jeune. Alors, avant, j'y allais avec un autre regard. Je travaillais chez un constructeur automobile, mais j'ai trouvé que le public était plus jeune, plus féminin. Et effectivement, il y a eu plus de réseaux sociaux. Enfin, je crois que c'est un peu terminé, de toute façon, de faire des campagnes à la télé, etc. On a été assez actifs sur les réseaux quand même sociaux. À la radio, ça peut toujours servir. Et nous, on est content. La radio, en tout cas, la thématique, c'est l'électrification. On ne peut pas y déroger. Enfin, alors là, on est en plein dedans. C'était assez étonnant, et aussi l'hydrogène. Voilà, parce que on avait par exemple, ce stand incroyable Opium quand on est arrivé en disant en fait il y a rien, j'ai juste une voiture qui est posée là comme ça. En matière de scénarisation, c'est assez canon, mais en tout cas, ce qui prouve bien que on change de monde. Oui, un jardin japonais, mais effectivement de nouveaux constructeurs français de voitures à hydrogène.
Et aussi, on avait un espace mobilité professionnelle électrique à hydrogène avec des véhicules utilitaires légers à hydrogène de IVIA, donc c'est la joint venture entre Renault, Plug Power et Peugeot et Citroën également. C'est intéressant parce qu'on voit qu'il n'y a pas une seule solution unique, qu'il y en a potentiellement d'autres, et c'est la première fois qu'on parlait autant d'hydrogène dans un grand salon B2C. Mais en tout cas, on en parlait beaucoup parce que c'est vrai que c'était assez flou dans l'esprit des consommateurs, en tout cas des automobilistes aujourd'hui. L'électrification, encore ça va, mais l'hydrogène, c'est tellement loin, et là, on sent quand même qu'on le touche du doigt. Oui, on le touche du doigt, on pouvait le tester. C'est vrai que le consommateur, l'automobiliste, il est un petit peu perdu avec ces bouleversements très rapides. En même temps, les gens, pour reprendre un slogan de pub Total, n'étaient pas là par hasard. J'étais étonné, on a fait 3000 essais routiers. Non, c'est McDo, je crois. Non, je crois que c'était Total. Je crois que c'était Total. C'était venez comme vous êtes, les autres. Vous ne viendrez pas chez nous par hasard. C'est pareil, venez comme vous êtes, c'était pareil. Et en fait, sur les essais routiers, donc on a regardé les chiffres. Bon, 3000, c'est significatif comme échantillon. Et 24% essayaient une voiture électrique pour la première fois. Moi, je pensais que dans un tel salon grand public, ça serait sûrement plus élevé. 99% étaient convaincus. Bon, après, il y a beaucoup de gens qui sont venus aussi pour essayer des voitures à hydrogène. Et je trouve que c'était bien d'en parler, de montrer qu'il n'y a pas qu'une solution. Et puis l'accessibilité, ça c'est la clé aussi. Et sur cet angle-là, le mondial était très intéressant. On n'arrivera pas à faire la transition énergétique si le plus grand nombre ne peut pas être au volant de voitures moins polluantes. Et il faut que ce soit les classes moyennes inférieures. Il y avait beaucoup de solutions. De l'abonnement, Netflix de l'automobile. D'autres acteurs comme Lore Moto par exemple qui fait vous avez vu, qui fait du rétrofit, qui restaure complètement des Twingo. Alors qu'on explique rétrofit, c'est quand on passe un thermique en électrique. Voilà. On change le moteur, on change tout et on loue à 200 € par mois des Twingo première génération. Exactement, vous aviez cette autre nouveauté aussi parce que le Mondial de Paris était très bien fourni dans ce domaine, c'était les voiturettes ou alors les microcars ou alors les voitures sans permis. Comme quoi, il faudra toutes les solutions pour se déplacer demain, que ce soit la grosse berline à hydrogène qui a 1000 km d'autonomie ou alors la toute petite voiture qui ne roule pas à plus de 38 km/h. Exactement. Et ça, c'est la mobilité de demain pour vous. C'est la mobilité de demain, exactement. Et c'est ce que vous vouliez montrer dans ce mondial ? C'est ce qu'on a voulu montrer. Et puis on a aussi voulu que les acteurs soient là, qu'il y ait des échanges intéressants. Il y avait beaucoup d'opportunités pour les uns et les autres. Moi, j'ai fait le tour des exposants et contrat de signé. Vous avez entendu évidemment parler de celui entre Opium et le Crédit Agricole, mais il y en a eu beaucoup d'autres. 10 000 berlines précommandées par le Crédit Agricole. Donc il y avait vraiment une palette de solutions et d'interactions B2B. Alors, il y a quelque chose, forcément, il y a beaucoup de Chinois, de constructeurs chinois, donc c'était intéressant de les voir, de toucher les voitures. Et ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, quand vous parlez avec des designers d'automobiles, ils vous disent, sur le mondial de l'automobile, que finalement, pour eux, c'est génial l'électrique parce que c'est une autre façon de penser les voitures. Et en fait, on a l'impression qu'ils ont retrouvé un souffle avec tous ces constructeurs les voitures sont plus les mêmes qu'avant. C'est vrai. Alors, vous avez quand même des contraintes à la fois d'aérodynamique et de sécurité pédestre, piéton. Donc, les voitures se ressemblent quand même un petit peu. Mais c'est vrai que ça laisse beaucoup d'opportunités, effectivement. Et notamment d'arriver à des voitures qui sont amusantes à conduire. Je crois que c'est important. Il ne faut pas que la voiture devienne une commodité, que ça ne soit pas juste ça. Ça l'est pour certains, mais en tout cas. Vous avez raison, il y a des opportunités, effectivement. Et ces nouveaux acteurs ont eu l'intelligence de prendre des designers un peu stars. Et je trouve que c'est assez réussi, les modèles qu'on a pu voir chez les uns et les autres. Prochain rendez-vous, Mondial de Paris 2024, on espère, on n'attendra pas 4 ans pour le prochain. Non, mais on avait des dates, sauf que Renault et d'autres nous ont dit, oulala, ça marche bien, mettez un deuxième week-end. Un deuxième week-end. Le consensus, c'était de faire plus court cette édition, donc lundi, journée presse, et du mardi au dimanche, les journées publiques. Là, on nous a dit, mettez un deuxième week-end, ce qui veut dire qu'on doit mettre la journée presse avant, parce qu'on ne va pas commencer par voilà. Du coup, on attend une confirmation de Viparis pour communiquer les dates officielles. Et on verra. Est-ce que la nouveauté du prochain mondial, ce sera les voitures volantes, celles qui doivent servir de taxi ? Je peux pas du tout vous dire ce que. Il y aura plus une seule voiture au sol. Mais il y aura sûrement au moins une voiture volante. Est-ce que ça veut dire que les constructeurs qui ne sont pas venus cette année se sont dit quand même il se passe quelque chose, on va revenir ? Alors c'est ce qui se dit un peu dans le paddock. On reprend du jargon automobile. Oui, c'est ce qui se dit un peu quand on voit les résultats des uns et des autres. Vous savez, toutes les retombées presse, c'est énorme aussi, ça se chiffre, l'impact média, quantitatif, qualitatif.
Donc oui, je pense que ça va donner à réfléchir. Et quand on voit justement ce qu'est devenu ce mondial, est-ce que vous voulez que demain le mondial de Paris soit un peu comme le CES de Las Vegas, mais sur la mobilité en général? La mobilité, moi je préfère dire l'automobilité. Je veux pas qu'on dilue. La mobilité à 4 roues. Je veux pas qu'on dilue. Qu'on efface le mot voiture. Voilà. Alors les acteurs impliqués dans les 2 roues pouvaient avoir ça sur leur stand, mais on voulait pas faire un salon du vélo électrique, de la trottinette. Moi je crois qu'il faut pas le diluer. On est fiers de cette industrie innovante. Qui a beaucoup progressé en termes d'émissions de CO2, contrairement à d'autres secteurs. Et donc, ça reste l'automobilité. Justement, si on parle automobile, c'est juste la dernière question, Serge Gachot. Est-ce que ça veut dire qu'en gardant ce mot, c'est parce qu'il faut garder ce mot pour l'associer au mot plaisir? Parce que c'était ça aussi la voiture. Oui, vous avez raison. C'est ça aussi la voiture. Mais nos amis de Munich, vous savez, c'est 1 an sur 2 entre nous et l'Allemagne. Munich, ça s'appelait Salon de l'Auto. Maintenant, ça s'appelle IA, mobilité au pluriel. Ils ont quand même dilué, je trouve, un peu l'automobile dans les mobilités douces. Il y a eu pas mal de déceptions, pas beaucoup de constructeurs, et les Khmer verts ont quand même bloqué l'entrée quand Angela Merkel est venue le 2e jour. Donc finalement, je suis pas sûr que Tiens, mais justement, on va en parler de l'écologie après tout, puisque c'est le mondial de Paris, et Paris sera une grande zone à faible émission. Justement, toutes les voitures que vous avez exposées ne pourront plus y rouler dans pas très longtemps. Qu'est-ce que ça vous inspire d'ailleurs, Serge Gachot? Je crois que beaucoup de voitures peuvent encore rouler, quand même beaucoup de voitures qui étaient exposées. Oui, non, ça c'est sûr. Continuons. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio, d'avoir présenté le mondial de Paris. Vous pouvez rester si vous voulez. Vous Objectif êtes 2024 quand même, ou objectif en tout cas plus tard, le prochain 2024, mondial. Et puis on réfléchit pour l'année prochaine, là peut-être d'amener le mondial de l'auto vers... En annuel. Voilà, dans certaines justement ZFE pour expliquer, parler des aides, montrer les produits. Dans d'autres zones en France. Vous savez que vous ne pouvez pas faire ça sans Sud Radio, vous le savez ça quand même. On est quand même la radio qui soutient l'automobile, vous le savez quand même. Oui, qui soutient l'automobile. On sera là, levez la main droite et dites je le jure. Ceci est presque une prise d'otage au volant. Suivez-nous sur Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Merci à vous Serge Gachot d'être venu avec nous. Vous avez eu une grosse semaine quand même, et de sacrées semaines de préparation. Il fallait le souligner pour toutes les équipes qui ont fait vivre ce mondial de Paris où Sud Radio est venu plusieurs fois, plus souvent qu'à son tour. Restez avec nous, on parle des zones à faible émission dans un instant. Est-ce que vous êtes concerné? 0826 300 300. On vous donne la parole dans un instant avec nos invités et avec Mobility TV. Bienvenue sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et quelles voitures pourront rouler en France, en tout cas dans les zones à faible émission? C'est la question qui nous anime avec Cécile de Minibus. Jusqu'à 20h, on va accueillir nos invités et on vous accueille vous aussi qui nous écoutez au 0826 300 300. Serge Gachot, on l'a gardé avec nous, le directeur du mondial de l'auto, parce qu'il peut réagir, peut-être qu'il a des choses à dire. Et avec nous, pour en parler, Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association. Bienvenue. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et on revient sur ces ZFE, Jean-Marie. Ces zones à faible émission qu'on va aborder aussi avec notre autre invité qui est en duplex depuis Marseille, Olivier Blond. Bonsoir à vous. Vous êtes délégué spécial à la santé environnementale et à la lutte contre la pollution de l'air sur la région Île-de-France. Bien que vous soyez du côté de Marseille en ce moment, vous présidez par ailleurs l'Institut Brunois. Zone à faible émission. On rappelle que le gouvernement a réuni mardi dernier le premier comité ministériel avec les 43 métropoles et agglomérations concernées par ces zones. On a annoncé la mise en place d'un système de contrôle sanction automatique contre les véhicules trop polluants qui seront interdits au second semestre 2024. Absolument. On va en parler avec vous, Yves Cara, parce que y a beaucoup de gens qui entendent parler de ces ZFE pour qu'on comprenne bien exactement ce que c'est, à qui c'est destiné et d'où ça vient. Ça nous permet de recontextualiser un petit peu. Alors c'est une décision européenne qui impose aux villes de plus de 150 000 habitants d'imposer une ZFE, une zone de faible émission, c'est-à-dire interdire à certaines voitures un peu âgées de circuler. C'est pas du tout une décision européenne, c'est la loi, la LOM, c'est une loi nationale. Et il y a aussi une volonté européenne. Il y a aussi une volonté européenne. Oui, mais la loi est nationale. Et donc d'interdire à certaines voitures qui sont les plus âgées, d'abord d'avoir une vignette critère qui ne coûte pas plus de 4 €. Attention aux arnaques sur Internet. J'ai vu quelques reportages, il faut vraiment faire attention. Je dis ça un petit mot, mais c'est important. Et voilà. Et plus on va avancer dans les années qui viennent, moins les voitures qui sont vignettes 3, 4 et 5 pourront circuler dans ces zones de 150 000 habitants. Et il y a 43 villes en France qui sont concernées. Et c'est pour un impératif notamment de santé publique. C'est le principe en tout cas de cette décision, Olivier Blond, à la base.
Oui, absolument. L'idée, c'est de lutter contre la pollution de l'air qui, surtout en zone urbaine, est responsable d'une forte mortalité. Alors, au niveau du pays, c'est autour de 40 000 morts par an. Au niveau des zones urbaines, c'est l'essentiel. Et bien sûr, les voitures les plus anciennes sont les plus polluantes. Enfin, en tout cas, en première analyse, parce qu'il y a des exceptions. Et pourquoi c'est si compliqué à mettre en place, finalement? C'est un manque d'anticipation du gouvernement. Olivier Blon, pardon. Non, le problème, il est social. C'est que si on veut, par exemple, supprimer les voitures critères 3 et 2, donc déjà suffisamment modernes, mais qui sont prévues pour être mises au rencard en 2024, eh ben, simplement sur la région Île-de-France, c'est 1,5 million de voitures qui roulent bien aujourd'hui, qu'il faudrait mettre au rebut, supprimer. Alors évidemment, c'est compliqué d'abord pour obtenir les voitures, mais c'est surtout un poids financier gigantesque pour les particuliers, pour les collectivités qui vont peut-être donner des subventions, mais même 5 000 euros fois 1,5 million, ça fait 7 milliards uniquement sur une agglomération. C'est gigantesque. En fait, on n'a pas les moyens de cette mesure qui, donc sans aide pour les particuliers ou pour les entreprises, est un vaste casse-tête. Et dans les faits, aujourd'hui, à chaque fois qu'on le voit, les gens reculent. On le voit là, en Ile-de-France, encore une fois, Patrick Ollier, qui est le président de la métropole, de la ZFE, a dit, écoutez, non, on peut pas, on recule encore d'un an l'application, parce que bien sûr, les gens ne sont pas prêts, on n'a pas les moyens de payer toutes ces nouvelles voitures. Donc l'enfer est pavé de bonnes intentions, Yves Carin? Absolument. Mais, en fait, ce vent de panique, nous, à l'Automobile Club Association, mais comme beaucoup d'autres associations, on l'a dit dès le début, on a dit que ça allait pas être possible socialement, économiquement et même écologiquement. Il y aura beaucoup à dire sur les ZFE, hein, parce que toutes celles qui ont été mises en place dans les autres pays européens n'ont jamais prouvé concrètement que la mise en place de la ZFE, grâce à elle, a fait baisser fortement la pollution. On veut tous respirer un air le plus pur possible dans les villes, on est tous d'accord. Ce qui est le cas d'ailleurs, hein, quand on regarde les courbes d'air Paris, tous les polluants baissent, et tant mieux. Et c'est grâce aux efforts des constructeurs qui ont fait en sorte que les voitures polluent le moins possible. Avant, il y avait un dôme au-dessus de Paris, c'était terrible. Et ben, depuis 10 ans, il n'y en a plus, et tant mieux. Donc voilà, tout ce qui arrive ici, on l'avait anticipé. Et c'est fou parce qu'il n'y a pas besoin de faire 25 ans d'études après le bac pour le voir. C'est évident. Là, c'est un vraiment de panique quand même. Et on est toujours avec Serge Gachot, directeur du Mondial de Paris 2022. On a l'impression que ce genre de mesure veut en fait une transformation à marche forcée de notre parc roulant. On veut nous forcer à changer de voiture le plus vite possible. Est-ce qu'on en a les moyens? Ah non, c'est difficile. C'est pour ça qu'on a essayé de mettre l'accent dans cette édition du Mondial sur l'accessibilité. Mais c'est vrai qu'il y a des voitures qui marchent encore très très bien, je suis d'accord avec vous, le coût est absolument énorme. Et puis dans certaines villes comme celle-ci, là où nous sommes, c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de contraintes et sans solution alternative pour fluidifier le trafic. Donc si vous mettiez 3/4 d'heure pour aller de A à B et que demain, maintenant vous mettez 1h30, c'est pire. C'est pire, bah voilà, oui, en termes de pollution. Et Paris, c'est vrai que c'est pas simple. Vaut mieux fluidifier plutôt qu'empêcher. Mais vous savez, en fait, la ZFE, elle sert à rien. Pourquoi? Parce que ah oui, vous allez loin, vous. Oui, mais elle sert à rien. Enfin, juste à. Oui. En fait, elle sert à embêter ceux qui en subissent les conséquences. Donc, on parlait beaucoup avec le vaccin du Covid de bénéfice, inconvénient, d'accord? Bah là, c'est inconvénient, bénéfice. Inconvénient maximum, bah, pour celui qui doit habiter à 20 km de Paris parce qu'il n'a pas les moyens d'habiter dans Paris, il travaille dans la restauration, il termine à 1h du matin, donc on oublie les transports en commun. Entre parenthèses, il faut qu'il vienne avec sa voiture. Sans finir à 1h du matin, parfois, il faut oublier les transports en commun quand même. Et déjà, il faut qu'il vienne en voiture et qu'il se gare. On est proche du harcèlement en ce qui concerne le stationnement également. En fait, ce qui est compliqué, c'est pour les nafteurs, en fait. C'est pas ceux qui habitent sur place quand il y a des... Oui, et puis on a le droit d'avoir une voiture pour sortir un petit peu de Paris, parce qu'il n'y a pas une île déserte, on est en Île-de-France. Donc en fait, naturellement, le parc automobile, il va se régénérer. Il y a à peu près 1 million de voitures neuves chaque année en France. Donc laissons faire les choses, et dans quelques années, on aura naturellement, sans forcer les choses, que des critères 0 et 1, 2 éventuellement, et tant mieux, et ce sera très bien. Donc laissons faire les choses plutôt que de vouloir les accélérer, que ça coûte cher à tout le monde, que ça coûte cher écologiquement, parce qu'une voiture qui dure 30 ans, elle consomme moins que 3 voitures qui sont mises au rebut au bout de 10 ans. Donc en fait, ça sert à rien, sauf à vraiment embêter, pour pas dire un autre mot, ceux qui subissent les conséquences. Allez, restez avec nous, vous les subissez peut-être d'ailleurs, vous nous appelez 0826 300 300. Serge Gachot, vous voulez réagir? Oui, juste deux choses. Vous avez tout à fait raison, il faut regarder le problème d'une agglomération, enfin dans sa globalité.
c'est-à-dire avec tout ce qu'il y a autour, et pas que la ville en elle-même. Deuxième point, le parc aujourd'hui automobile a 12 ans d'âge. Je pense que si on le change avec des petits moteurs essence, des petits moteurs diesel, voire des voitures hybrides, on pourrait déjà d'un coup diviser les émissions de CO2 par deux. C'est-à-dire qu'on passerait de 200 grammes à peu près de CO2 au kilomètre à 100 grammes. Ce serait déjà très très vertueux, même avant de parler de voitures électriques chères. Ça pourrait être un premier step dans la transition. C'est l'alternative qui est importante. Restez avec nous, on revient dans un instant avec nos invités. Vous êtes les bienvenus au 0826 300 300 et les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV, avec mon ami Jean-Marie Bordry. Toujours au volant. Jusqu'à c'est moi qui tiens le volant. On va essayer de tourner dans le même sens. On a deux volants. Jusqu'à 20h sur Sud Radio. Tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Avec Mobility TV, les vraies voix qui font rouler la France, là où elle a le droit de rouler en tout cas, et jusqu'à ce qu'elle ait le droit de rouler. On parle des zones à faible émission avec Cécile de Ménibus et nos invités. Et bien sûr avec Serge Gassot est toujours avec nous, directeur du Mondial de l'Auto. Yves Cara est avec nous, porte-parole de l'Automobile Club. Olivier Blond, délégué spécial à la santé environnementale et à la lutte contre la pollution de l'air de la région Île-de-France. Je pense que c'est le titre le plus long du monde, et président de l'Institut Brunois. Et la famille s'agrandit avec des artisans. Avec notre autre invité qui vient d'arriver, Jean-Claude Rancurel, vous êtes le président des métiers de la couverture, plomberie, chauffage à la CAPEB. C'est une fédération d'artisans. Et concrètement, les zones à faible émission, eh bien, elles vous concernent directement, en tout cas vous et vos adhérents. Ça change quoi pour vous? Alors, si vous le permettez, avant tout, je vais planter le décor. Plantez-le. En France, il y a 2 gros chantiers que nous sommes en train de réaliser, c'est-à-dire les entreprises du bâtiment. Le premier chantier, c'est la rénovation énergétique des bâtiments. Le deuxième, c'est l'accessibilité, l'adaptation des logements. Le premier chantier, c'est une priorité environnementale. Le deuxième chantier, c'est une priorité sociétale. Ceci étant dit, vous savez que les artisans, pour travailler, ils ont besoin d'outils. Sans outils, on n'est rien. Et je dirais, le véhicule utilitaire fait partie de la boîte à outils des artisans. Donc aujourd'hui, pour trouver une boîte à outils pour aller dans les ZFE, il n'y en a point. Donc les artisans ont une faculté, des fois, c'est de fabriquer leurs propres outils pour aller travailler. Pour travailler sur les chantiers, ça arrive, il y a des couvreurs qui fabriquent certains outils. Là, par contre, nous ne sommes pas des fabricants de voitures. Donc il y a un gros souci au niveau des ZFE. Mais... Pardon, je vous coupe. Vous êtes monté au créneau, vous êtes allé voir peut-être les politiques, les gouvernements, les secrétaires d'État, en tout cas pour leur dire mais vous foutez du monde en fait. Alors on l'a pas dit comme ça. Vous devriez. Alors on n'a pas dit, on l'a dit plus gentiment. Oui, mais bon, il faut. Mais ça fait depuis qu'on sait que ces zones vont être mises en place. On répète constamment en disant nous ne sommes pas prêts, mais c'est pas nous, parce que nous on a rien contre, attention. Nous on dit oui, au contraire, c'est un enjeu, sauf qu'aujourd'hui on a des travaux réalisés en centre urbain, et si on n'a pas le moyen, on n'a pas les outils pour y aller, nous ne pourrons pas y aller. Et donc on dit c'est incompatible avec l'enjeu que le gouvernement a mis en place, c'est-à-dire les 2 chantiers que je viens de vous citer. Et qui sont aussi des chantiers écologiques. Mais pourtant, on y revient avec vous, Olivier Blond. Vous êtes en duplex depuis Marseille sur Sud Radio. À la base, il y a une priorité, pas seulement écologique, mais de santé publique. C'était ça la priorité, normalement, des zones à faible émission. Donc comment on fait pour concilier ces 2 objectifs? Puisqu'après tout, que tout le monde respire mieux. Là-dessus, on est tous d'accord. Oui, en fait, je pense qu'il y a des bonnes politiques et des mauvaises politiques. Et bien sûr, on est, je crois, tous d'accord pour dire qu'il faut lutter contre la pollution de l'air. Mais peut-être que les ZFE, en tout cas telles qu'elles existent aujourd'hui, c'est des mauvaises politiques. Je pense en tout cas, moi, je pense que le système est très insatisfaisant. Bien sûr, pour tous les Français qu'on emmerde, mais aussi, évidemment, pour les artisans qui doivent pouvoir travailler. C'est la moindre des choses. Sauf que comment on fait dans ce cas-là? Parce qu'après tout, si on est tous d'accord pour dire qu'il faut qu'on arrête de respirer de l'air pollué qui viendrait du pot d'échappement d'un vieux véhicule, dans ce cas-là, si on est logique et qu'on regarde ça d'en haut, on a tendance à dire à monsieur Rancurel, changez votre vieux véhicule puisqu'il pollue et que c'est dangereux pour ceux qui respirent. Donc si on lui dit de ne pas changer, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les gens respirer un air qui serait pas bon? D'abord, comme ça a été dit, il y a une évolution naturelle du parc automobile. Ensuite, il y a plein d'autres choses qui existent pour lutter contre la pollution de l'air, les transports en commun, les vélos, etc. Mais juste sur la voiture, moi je pense qu'aujourd'hui,
il faut être efficace. C'est-à-dire, il faut cibler les véhicules qui polluent vraiment. Et les voitures qui polluent, c'est celles qui roulent le plus. Et donc, je pense qu'il faut laisser tranquilles les Français. Arrêtons d'emmerder les Français, comme disait Pompidou, et regarder les véhicules qui roulent le plus. C'est souvent des véhicules professionnels. Et là, en réduisant leur nombre, il faut augmenter considérablement les aides pour que, effectivement, les petites entreprises puissent renouveler leur matériel. Alors nous, à la région Île-de-France, on a jusqu'à 15 000 euros d'aide aux artisans et aux PME qui veulent changer de véhicule. Et s'il vous plaît, faites passer le mot, parce qu'on n'a pas assez de demandes d'aide, mais aussi les grands groupes du transport, les taxis, la livraison, etc. C'est des grosses entreprises qui sont volontaires aujourd'hui pour se transformer. Donc il faut concentrer l'action sur vraiment certains types d'usages et là, pour le coup, aider vraiment les gens. Mais on ne peut pas le faire si c'est changer 1,5 million de véhicules en 2 ans. Ça, c'est lesquels qui polluent le plus, Ficara? C'est lesquels? Les critères 4, 5, effectivement, les diesels d'il y a 15, 20 ans, c'est vrai qu'ils polluent beaucoup, mais de moins en moins sur les nouveaux véhicules, notamment pour les artisans. Mais vous savez, les artisans, connaissant bien le problème, parce que j'ai pas mal d'amis dedans, c'est l'aménagement du véhicule peut coûter des dizaines de milliers d'euros aussi. Donc on change pas un véhicule comme ça en se disant je vais juste l'acheter, c'est pas ce prix-là, vous rajoutez des dizaines de milliers d'euros. Donc un vrai enjeu financier. Puis vous savez, philosophiquement, je trouve, on demande aujourd'hui à la voiture qu'on a tant aimée, en tout cas qu'on aime toujours d'ailleurs, d'être parfaite. On demande à la voiture aujourd'hui, à tout véhicule qui circule, d'être parfait. Ça le sera jamais. Voilà, faut s'y faire. Il y aura toujours un peu de pollution qui sera faite. L'émission qu'on fait aujourd'hui, elle pollue. Et toute action égale pollution. La voiture sera jamais parfaite. La mobilité sera jamais parfaite. Une voiture électrique, il n'y aura pas de pot d'échappement, mais elle pollue différemment. On est en train de construire une mine de lithium là dans l'Auvergne. Là, vous allez voir tous ceux qui disent que la voiture écologique la voiture électrique était fabuleuse. Vous allez voir, s'ils ont une maison à côté, ils vont tout de suite dire finalement elle est peut-être moins sympa. Non, mais j'ai pas dit qu'on changeait rien. J'ai dit que on lui demande aujourd'hui à cette voiture qui est indispensable à cette mobilité d'être parfaite. Et entre parenthèses, d'ailleurs le mondial de l'auto l'a confirmé, la mobilité dans quelques dizaines d'années sera toujours la même. Des voitures sans permis, des petites, des grandes, des voitures pourries, etc. Tout ce qui changera, c'est l'énergie qui va bouger les quelques centaines de kilos dont on aura besoin pour vivre et continuer à vivre normalement. Parce que la voiture, c'est une solution, c'est pas un problème. Une solution en l'étalement urbain qu'on a tous vécu. Ça a été une solution. Aujourd'hui, on en fait un problème. C'est ça le problème. C'est qu'on en fait un problème, mais c'est encore une solution. C'est une solution. Le seul moment où elle est vraiment embêtante, c'est quand elle est hyper concentrée dans les villes à certaines heures. Réduisons ce problème. Et malheureusement, par exemple, le télétravail ne le réduit pas. Les transports en commun, ça coûterait trop cher d'en mettre partout. Et on le réduirait comment, ce problème-là, précisément, aux heures de pointe? La vraie solution, on a essayé, nous aussi, Automobile Club, de le mettre en place, ce serait le covoiturage. Le court-voiturage sur le matin. Ça fonctionne pas. Donc ça ferait toujours moins de voitures. Ça ferait toujours moins de voitures et il faut pas beaucoup, il faut 10-15% pour que ce soit fluide. Le télétravail, si c'est pas toujours le même jour, parce qu'on a aussi des problèmes avec ça, voilà. Le covoiturage, si on partageait la voiture, si on y arrivait le matin, si on pouvait être sûr d'avoir la bonne voiture à la bonne heure, de repartir aussi. Puis de temps en temps, il faut aller chercher les enfants, il faut les emmener au sport, puis il faut aller faire des courses, donc c'est pas simple. Mais si on arrivait quand même tous un peu de temps en temps, une fois de temps en temps, à pas prendre sa voiture, à faire un peu de covoiturage et à finalement fluidifier ces moments où on stigmatise les voitures parce qu'on est tous au même endroit à la même heure, il n'y aurait plus de problème et ça redeviendrait une solution. En tout cas, c'est pas une solution pour les artisans, le covoiturage, parce que ça va être compliqué. Jean-Claude Rancurel, on parle de transition écologique. Dans ce mot de transition, dans écologique, il y a transition. Donc c'est ce qu'il vous faudrait, vous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il vous faudrait des dérogations, peut-être le temps, pour avoir un peu de temps pour changer de voiture, des vraies dérogations. Des dérogations, vous avez bien compris que la plupart des artisans, c'est des petites entreprises, voire des toutes petites entreprises qui interviennent sur les travaux. Bien entendu, il faut accompagner financièrement parce qu'on sait qu'aujourd'hui, une flotte, ça coûte très cher. On sait qu'aujourd'hui, que les véhicules propres, entre guillemets, déduction des aides faites, ça reste quand même 20% plus cher qu'un diesel. Et il ne faut pas se leurrer, comme je dis toujours, la part de ces deux chantiers qu'on va faire, si on le fait en trottinette, si on le fait en vélo et si on le fait à pied avec une remorque, la part infime de travaux, ça sert à rien. Donc, effectivement, on demande des dérogations et un accompagnement. Bon, on salue tout de même, il y a eu une avancée. Le président a annoncé lors du mondial de l'automobile qu'il y allait avoir des, je ne sais pas combien de millions d'euros de débloqués.
on est en train plutôt de viser le particulier, plutôt l'entreprise. Nous, on leur a dit, on est quand même prioritaire. Comme je dis, il y a 2 chantiers. C'est primordial, c'est ça qu'il faut dire. On est prioritaire, on demande à être prioritaire, autant que les livreurs, autant que les taxis, autant que le reste, pour aller faire ces 2 chantiers dans les centres urbains. Et, pardon ? Et on risque, moi je le vois de plus en plus, des collègues qui s'éloignent des centres urbains. Donc tout ce qu'on a, toute la rénovation à faire, on va avoir un délabrement du bâti qui est inévitable. Et votre plombier pourra-t-il toujours venir réparer votre fuite chez vous? En tout cas, quand la zone à faible émission sera portée et sera appliquée dans l'agglomération où vous vivez, c'est une des questions qu'on va se poser dans un instant avec tous nos invités dans les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. On se retrouve dans un instant, Cécile. Absolument, à tout de suite et bienvenue sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Celle qui aimerait bien rouler en tout cas sur Sud Radio avec Mobility TV, avec Cécile de Minibus et nos invités. On parle des zones à faible émission. Qui pourra encore rouler dans les grandes agglomérations françaises et surtout avec quel véhicule? On en parle avec tous nos invités. Serge Gachot, directeur du Mondial de Paris, le Mondial Auto. Sud Radio y était, vous nous avez écouté et le Mondial Auto reviendra très vite avec Serge Gachot. Nous sommes avec Yves Carra, porte-parole de l'Automobile Club Association. Nous sommes également avec Olivier Blond qui représente la région Île-de-France où il s'occupe notamment de la santé environnementale, et notre dernier invité, monsieur Rancurel, qui représente les plombiers, les couvreurs, les chauffagistes de la CAPEB, autant de métiers qui auront du mal à rouler si les ZFE entrent en vigueur. La solution pour nos amis artisans, forcément, on parlait hors antenne du diesel, parce que il y a beaucoup de solutions pour les moteurs thermiques et pour l'essence, mais il y a assez peu de solutions pour les diesels. Moteur thermique, on peut effectivement, on a ce qu'on appelle le flex fuel avec des boîtiers, ce qui aurait été l'idéal pour vous, mais effectivement les flottes des artisans sont aujourd'hui au diesel, dont on nous dit parfois c'est peut-être finalement moins polluant que ce qu'on pensait. On nous dit tout et n'importe quoi, donc on ne sait plus finalement ce qui pollue vraiment ou pas. Alors oui, alors ça c'est pas trop ça le problème. Nous on nous dit vos véhicules diesel polluent. Bon, t'es discipliné, on nous dit oui. Donnez-nous des véhicules qui ne polluent pas. Bon. Effectivement, les nouveaux diesels avec le pot catalytique, avec le Blue machin, là, je retiens pas le nom, la D-Blue, je dirais, on est en émission de particules fines, on est peut-être moins important que l'essence. Pas nécessairement dans les bouchons quand vous roulez au pas. Or, c'est souvent malheureusement le cas dans les grandes agglomérations. Alors, pas avec l'AdBlue. Oui, l'AdBlue, effectivement, avec le filtre à particules, effectivement, il faut qu'il soit régénéré avec une certaine température, mais l'AdBlue limite beaucoup les particules fines. Et donc assez peu de solutions pour vous. Très peu de solutions. On a quelques solutions en GNV, le gaz naturel des véhicules, sauf qu'on n'a pas assez de déploiement pour faire le plein. Les groupes, je dirais pas les groupes, les compresseurs, pardon, mais il n'y a pas de déploiement. Alors il faudrait déployer chez nos négoces, qu'on puisse, pendant qu'on fait les achats de fournitures, faire le plein de GNV. Dans les entreprises, peut-être se grouper en entreprises, mais tout ça, ça demande du temps. Une organisation. Donc, une organisation, et c'est ce que demande la CAPEB. Un calendrier réaliste, de dire, à tel moment, on va déployer ça, à tel moment, on va justement, en partenariat avec le constructeur de voitures, on va faire des voitures qui sont adaptées à vos besoins, parce que ça, c'est très important, encore une fois. Chaque véhicule, chaque utilitaire est adapté aux besoins de l'activité de l'artisan. Un couvreur n'a pas les mêmes besoins qu'un plombier, qu'un chauffagiste, qu'un maçon, qu'un peintre. Un peintre, je dirais, il n'a pas besoin d'un gros véhicule, lui. Mais s'il peint des façades, il va avoir besoin d'une nacelle, il va faire besoin d'un échafaudage. Il ne le met pas sur son épaule. On en parlait un petit peu en antenne pendant les pubs. Le rétrofit, c'est-à-dire changer effectivement le moteur thermique en moteur électrique, donc garder le même aménagement qui vous a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça marche, il y a des sociétés françaises qui le font. Il y a un ex-député, Damien Pichereau, qui est impliqué dans une société française qui marche très très bien. Il y en avait un au Mondial de l'Auto d'ailleurs. Ils avaient un stand. Et ça peut être une vraie solution pour vous, peut-être transitoire, avant d'avoir les vrais véhicules qui pourraient vous convenir, mais au moins, alors ça a un coût, mais pour 10-15 000 euros, si vous gardez le même véhicule qui peut vous durer encore 5 ou 10 ans, ça peut être une solution transitoire. Alors, Olivier Blond, peut-être quand on représente la région Île-de-France,
quelle solution on peut essayer à l'échelle d'une région, par exemple, d'apporter à des utilitaires comme Monsieur Rancurel, à des véhicules utilitaires, ou plutôt à des artisans qui cherchent à changer leur véhicule utilitaire comme Monsieur Rancurel, Olivier Blanc. Il y a des aides pour le flex fuel, je crois, en Ile-de-France. Mais absolument. En pas fait, compatible avec. On n'est pas directement concerné par les ZFE, c'est une compétence qui n'est pas. Même c'est sur votre territoire. Mais effectivement, notre but, c'est d'aider les habitants et en particulier les artisans. Donc, on a plein d'aides. Alors, sur le rétrofit, qui est effectivement une très bonne idée. Sur l'achat de véhicules moins ou non polluants, sur les biogaz, enfin, toutes ces solutions, on a des subventions, ça va jusqu'à 15 000 €. Alors, c'est pas la totalité, mais enfin, ça s'additionne aux aides nationales, hein, donc ça fait quand même un bon paquet d'argent. Mais vous allez arriver à les rééquiper, tous les utilitaires d'Île-de-France, ou pas? Parce que c'est quand même des montants qui sont considérables. Olivier Blanc. Je fais une petite annonce aujourd'hui. Vous emballez pas, attention, ça peut coûter beaucoup d'argent. Oui, mais on a des budgets et pour l'instant, on n'a pas assez de demandes. Donc allez-y, contactez-nous. On nous écoute, si des artisans vous écoutent sur l'Île-de-France. Je vous appelle en antenne. Sur le 99.9. Les petits camions, on a un programme spécialement pour ça. De l'ordre de combien? Expliquez-nous à peu près. Est-ce que vous connaissez les tarifs? Est-ce qu'on se rend compte? Je sais que vous avez une aide, par exemple, je parle du flex fuel du boîtier, c'est 500 € par voiture en fonction de la voiture, c'est à peu près 500 €. Mais pour des voitures un peu plus grosses, c'est quoi les aides aujourd'hui, les tarifs pour qu'on se rende compte? Alors, les aides, nous, qu'on donne, ça part de 6 000 € à l'achat d'une voiture, 9 000 € un petit camion et 15 000 € un camion spécialisé. C'est pas mal. Et donc, voilà, c'est... Et ça, se sont ajoutés aux aides du gouvernement? Absolument. Ça se rajoute à toutes les autres aides. Jean-Claude Rancurel. Alors, je rappelle que les ZFE ne concernent pas que l'Île-de-France. Exactement. Non, malheureusement. Oui, malheureusement, on croyait au départ que ça allait concerner que l'Île-de-France. À terme, c'est 43 villes en France. 43 agglomérations. Ça concerne Toulouse, ça concerne Grenoble, ça concerne... On rejoint cette idée que le problème, c'est qu'effectivement, c'est un problème d'argent. Il faut aider les gens qui ont besoin de changer de véhicule. Si on veut changer toutes les voitures, on n'y arrivera pas. Donc moi, je pense qu'il faut, encore une fois, laisser tranquilles les particuliers et concentrer toutes les aides sur les professionnels, donc qu'ils soient artisans, PME ou plus grosses entreprises dans la livraison. La livraison aujourd'hui, c'est majeur avec le commerce électronique, toutes les grandes marques qui livrent. C'est là où il faut vraiment être efficace. En plus, c'est les véhicules qui roulent le plus. Donc, aidons les gens qui travaillent, aidons les gens qui créent de la valeur en France et aidons-les à moins polluer pour vivre mieux ensemble. Moi, j'aime bien la pub de la Fédération nationale des transports routiers. Si vous l'avez, c'est qu'un camion vous l'a apporté. Ouais. Bien, vous savez, on parlait du superéthanol. Il y a une injustice avec le superéthanol. Vous avez une voiture critère 4, essence. Vous mettez un boîtier sur votre voiture, donc elle pollue beaucoup moins, quasiment plus, etc., etc. Vous ne pouvez pas changer la vignette critère. Je croyais que si. Non. Ah bon? Non. Vous êtes sûr? Non, ouais. Bon. Le gendarme a dit non, Cécile. Vous mettez le boîtier, vous restez critère 4, malgré le fait que vous changez la carte grise, il faut la changer pour le contrôle technique, mais vous gardez le même critère. Ça, c'est pas normal. Le syndicat national des producteurs d'alcool agricole, que je connais bien, milite pour ça, parce que ça a une vraie raison, une vraie justification, en fait. C'est pas choquant d'entendre parler de sanctions automatiques. Harcèlement, on va parler de harcèlement. Ouais, de sanctions, de dire, peut-être harcèlement, vous dites, comme vous le sentez, de se dire que on est tous dans une transition, on a tous aujourd'hui des problèmes de pouvoir d'achat, on a des multi-crises et finalement, le mot sanction tombe. Est-ce que c'est vraiment le moment, franchement ? Bon, je crois qu'on a la réponse dans votre question. Évidemment, non. Non, vous avez j'aurais adoré que vous disiez oui, je vous aurais engueulé. Non, là, je suis désolé. Mais il y a plusieurs calendriers. Il y a un calendrier idéologique, un calendrier politique, un calendrier social, un calendrier financier et un calendrier écologique. Et dans ces calendriers, il y en a qui vont beaucoup trop vite. Et on ne peut pas imposer à des gens de changer de véhicule quand les véhicules n'existent pas. C'est du bon sens, mais apparemment, le bon sens est Ce qui nous amène à cette dernière question sur le calendrier de Jean-Claude Rancurel. De Rancurel et de tous les plombiers et les couvreurs que vous représentez. Est-ce qu'on va vous retrouver sur les ronds-points bientôt si on vous impose la ZFE? Ce n'est pas la politique de la CAPEB d'aller sur les ronds-points. Mais c'est ma question.
Non, il a répondu. Nous n'irons pas sur la politique. Je pense que ça mène à pas grand-chose. On a essayé d'abord pour trouver une mobilisation. C'est pas énorme. Puis voilà, ces derniers temps, je dirais, les manifestations sont trop sujettes à violence. Et l'artisan n'est pas violent. L'artisan, lui, qu'est-ce qu'il demande? Il demande simplement à travailler. Et il met des coups de pinceau des fois, l'artisan. Faut se méfier. Il peut frapper. Ouais, des coups de clé en molette aussi. Mais... Attention, pas de l'eau fraîche. Sur les chantiers, il y a quelques massettes qui volent aussi. Mais bon, c'est entre nous, donc c'est pas méchant. Mais il y a aussi, il faut le dire. Et encore, c'est très important ce que je viens de dire. Ces 2 chantiers que j'ai dit initialement, on va avoir besoin d'embaucher 300 000 personnes. 300 000 personnes dans les 10 prochaines années. Pour mener à bien ce chantier-là. D'accord? C'est un chantier énorme, c'est de l'activité pour nous. Sauf que si tout notre trésorerie, toute notre réserve part dans l'achat de véhicules pour pas, on va pas n'existe pas d'ailleurs pour l'instant. Et qui n'existe pas, on est d'accord. Même si vous avez l'argent, vous pouvez pas l'acheter, il n'existe pas. On est d'accord. Il y en a qui ont essayé. Moi, j'ai un collègue qui a essayé. Il y en a, je vous vois un peu chez là, mais pas pour tout le monde. Serge Gachot, les solutions? Oui, ça arrive, mais comme je disais, et vous l'avez dit tout à l'heure, un diesel d'aujourd'hui est quand même beaucoup plus vertueux, puisqu'il y a des filtres à particules qui effectivement. Mais sauf que ça, c'était avant. Effectivement, le diesel, dans la mesure où on ne permet plus, ou on ne permettra plus aux véhicules diesel de rouler dans un certain nombre de grandes villes. Merci à tous. En tout cas, nous sommes très solidaires des artisans, sachez-le. Cher Jean-Claude Rancurel, merci d'avoir été avec nous. Merci à Serge Gachot, le directeur mondial de l'automobile. Merci à Yves Cara d'avoir été là, porte-parole de l'Automobile Club Association. Et merci Olivier Blon, délégué spécial à la santé environnementale, la lutte contre la pollution. Et je vais aller jusqu'au bout. De l'air dans la région Île-de-France, président de l'Institut Brunois, très content d'être venu. Non, je plaisante. Allez, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Cécile. Merci beaucoup. On vous retrouve demain. On se retrouve demain à partir de 17h. On va retrouver le Loft Music Sud Radio après 20h. Yvan Cujous, soirée spéciale. Daniel Lévy, mais avant ça... c'est le conseil de famille. Salut et à demain.